Bonjour Fabien, je suis très très heureuse que tu aies accepté de répondre à mon invitation afin qu'on arrive à faire plus ample connaissance et pouvoir échanger. Salut Euh, Charlotte. Salut. Est-ce que tu veux bien du coup en quelques mots te présenter déjà? Alors, je suis Fabien Mongeau. Certaines des personnes qui me suivent ou que j'accompagne m'appellent le coach hypersensible, le motivateur de conscience. Dans le sens où c'est vrai que quand on est hypersensible, on ne sait pas trop comment on fonctionne, qui on est. Enfin, c'est difficile au départ parce qu'on se sent un peu tout seul. Du coup, toutes les vidéos que je fais, les contenus que je propose, ça les aide un petit peu à mieux se connaître, à s'informer sur eux-mêmes et à dire mais oui, putain, mais c'est moi ça. Et du coup, ça réveille un petit peu cette conscience, ça la motive dans la prise de confiance en soi aussi. Donc voilà, comme je viens d'exprimer, j'accompagne les personnes hypersensibles, atypiques, tu vois, un petit peu décalées aussi et Mhm. enthousiastes, à faire justement de cette différence qu'ils ont une force et une énergie positive aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent tirer vers le bas du fait de s'être sentis très souvent incompris et rejetés. Et c'est finalement un travail de reprise de confiance en soi et aussi je travaille beaucoup sur la gestion des émotions, c'est ma spécialité. Et voilà, la gestion des émotions et les pensées arborescentes qui vont dans tous les sens. Ouais, bah oui, effectivement, les émotions, c'est en tant qu'hypersensible, je vois bien à quel point c'est une pierre, c'est un angle important à traiter et à porter, on va dire aussi. Enfin, c'est, Complètement. Après, dans ces personnes-là, il y a les hypersensibles. On va dire, on pourrait parler aussi de haut potentiel. Et dans ces hauts potentiels, il y a des hauts potentiels plutôt intellectuels, donc qui sont plus dans leur tête, même si les hauts potentiels émotionnels sont aussi dans la tête, parce que beaucoup très mental, mais ils traitent l'information, eux, par leur cœur, par leurs émotions, alors que les têtes vont traiter direct avec leur tête. mm, Donc il y a ce que j'explique souvent, il y a ce chemin quand on est hyper émotif, comme a priori comme toi, comme moi aussi. ouais. C'est pas parce qu'on est hyper émotif qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas cérébral. Au contraire, on est beaucoup dans la tête, mais on traite principalement l'information avec les émotions. Ouais. Voilà. Bah Il faut oui, d'abord que ça passe par ça. oui. Mm. Alors que les têtes, eux, vont d'abord traiter l'information par la tête, ils vont avoir à faire ce chemin de retour aux émotions après. Donc souvent, ils peuvent refouler leurs émotions ou alors ils essaient de les intellectualiser, chose qui n'est pas vraiment possible. Et nous, en tant qu'hyper émotifs, on a besoin de faire ce chemin du cœur, des émotions à la tête pour rationaliser, pour développer un petit peu plus notre cerveau, on va dire, rationnel et qui est capable de segmenter, de faire le tri, quoi. Ouais, d'amener un filtre en fait aussi. Voilà. Donc voilà, c'est le travail que j'aide à faire sur ces deux aspects-là des hypersensibles, notamment à prendre conscience justement de nos filtres. Et c'est vraiment un travail de se détacher, de sortir un petit peu de ce qu'on croit être pour observer tout ce bordel en fait, Ouais. d'un autre point de vue. Donc c'est apprendre à créer un espace pour l'observateur intérieur. C'est un peu comme si on était juste une caméra en train de filmer une image et d'enregistrer des sons. Ouais, Voilà, que c'est ce ça. soit les sons des pensées, voilà, ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Mm. Et être le maximum, dans cet espace-là, le maximum, mettre de la neutralité, sans jugement, sans interprétation, Mm. et c'est ce qui aide à prendre du recul et à se détacher de ces parts de nous-mêmes qu'on croit être. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu Si, moi, ça me philosophique. parle bien. C'est le fait de changer de position, prendre du recul face à la situation et face à ses émotions. Enfin, ça, C'est ça. c'est tout un cheminement qui est pas forcément simple à apprendre, mais c'est génial de, voilà, justement, quand il y a des personnes comme toi, ou, enfin, d'avoir une aide pour ce processus de remise en question et de nouveau positionnement, en fait. Enfin, C'est ça, c'est une histoire de positionnement. Ouais. Le positionnement, pour moi, c'est la pleine présence. Il y a la pleine conscience, tout le monde mm, connaît ça, mais on ne parle pas souvent de la pleine présence, qui pourtant est importante parce que le vivant, la vie, elle se crée dans la matière, donc dans notre corps. Même si c'est des choses dans la tête interne, il y a forcément des réactions physiologiques
il y a des sensations qui se produisent dans le corps. Et bien souvent, quand on est très mental, on a la tête Oui, on est un peu coupé, ouais. Voilà, c'est assez dichotomique. Donc l'idée, c'est de regrouper ces deux parties-là et d'accepter enfin d'aller explorer ce corps sur ce qui se passe à l'intérieur de ça. Alors ça fait peur parce qu'on n'est peut-être pas habitué. Moi, j'ai beaucoup, ça a été les émotions pour moi, ça a été vraiment une souffrance pendant des années et des années. Donc j'ai fait tout ce chemin-là pour pouvoir en parler aujourd'hui et le transmettre. Voilà. Ouais, mais c'est un processus de changement qui est effectivement d'aller chercher ces peurs, les titiller, essayer de les comprendre. C'est un cheminement qui n'est pas forcément simple, mais après, quand on comprend tout l'intérêt qu'il y a justement de jongler avec et de prendre du recul pour le coup, c'est un cheminement qu'on est capable de continuer à prendre après. Enfin, moi, je vois par la peinture et par le processus créatif, c'est des étapes par lesquelles je suis passée sans m'en rendre compte, entre guillemets, toute seule pendant des années, et après que j'ai mis en place avec d'autres processus créatifs. Et alors, c'est sûr que des fois, ça titille, on se pose un peu la question de comment on en est arrivé là. Mais après, comme c'est vraiment pour de l'évolution, c'est tellement, je trouve, le bonheur quand on franchit ces caps, en fait, euh, de dépassement de peur et de dépassement de soi et justement de maîtrise. Alors, quand je dis maîtrise, hein, pour moi, il faut que ce soit fait en souplesse. Hein. On n'est pas sur une maîtrise contrôle Oui. qui est, en tout cas pour moi, est pour pas. moi, la maîtrise, c'est juste parce que tu disais plein de trucs intéressants avant, notamment dépasser ses peurs. Et avant de dépasser ses peurs, il faut déjà en avoir conscience. Ouais, ah bah oui, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on se sent dans des états intérieurs désagréables. Et c'est ce qui nous permet de nous dire ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? J'en sais rien. Et c'est ça qui est difficile, c'est déjà prendre, prendre conscience. Ouais, changer de point de vue et se regarder avec empathie comme si on était quelqu'un d'autre. Voilà, on s'auto-observe. C'est de l'auto-empathie. Et à partir de ce point de vue, de se dire, ok, qu'est-ce qui peut générer ça? Ok, en fait, il y a peut-être cette peur-là. Mais est-ce que je suis prêt à accepter d'avoir peur de ça aussi? Est-ce que je peux accueillir? Et en fait, ce dépositionnement, en sortant et s'observer, ça permet d'accueillir ce qui est là, ce qui se présente. Que ce soit des pensées, que ce soit des sensations, que ce soit des émotions, que ce soit des événements extérieurs, c'est déjà, dans un premier temps, l'accueillir. Parce que tant qu'on n'accueille pas, on ne peut pas faire ce travail, comme tu disais, de dépasser les peurs, ou voilà, on ne peut pas en avoir conscience. Et on ne peut pas il faut l'accueillir. C'est comme si il y avait plein de trucs qui venaient frapper à la porte tous les jours, qui venaient taper sur ta porte. Et au bout d'un moment, au bout d'un mois, tu n'en peux plus d'entendre ces bruits-là qui frappent à ta porte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir un petit peu, j'ai envie de dire un gros mot, il faut avoir les couilles d'aller ouvrir la porte et de voir qu'est-ce qui se présente derrière. Voilà. Et de dire qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas passer ma vie avec ce bruit-là dans les oreilles. Je ne peux pas vivre tranquillement, surtout quand on est hypersensible, qu'on a une hyperacousie, hein. On a des oreilles très développées. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose, il faut ouvrir la porte et ok, venez rentrer, je vais vous faire un thé, on va discuter ensemble. Voilà, mais c'est un accueil, comme tu es en train de dire, avec bienveillance aussi. Avec enfin, ça, c'est évident que toi, tu l'entends que comme ça. Mais si c'est pas avec bienveillance, c'est pas un accueil, c'est un combat. Oui. Oui. Si tu résistes, c'est pas un accueil, c'est une résistance, c'est un combat, je lutte, c'est une lutte. L'accueil, c'est ok, je suis obligé d'être bienveillant quand j'accueille. Ouais, j'adore jouer sur les mots. Oui, mais tu as raison, hein, c'est toutes les subtilités en même temps, hein, c'est normal. Mais c'est ça qui m'a changé la vie, quoi. C'est de nommer les choses telles qu'elles sont et de ne pas les modifier, les transformer par mes filtres, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, j'entends du bruit à la porte, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je peux me dire, voilà, je me sens apeuré, je sais pas, je suis en train de flipper, je sais pas ce que c'est, peut-être que c'est un monstre, peut-être que c'est un serial killer, j'en sais rien, je l'ai pas encore vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un bruit sur la porte. Et c'est ce travail-là qui permet de commencer par rationaliser. Après, tout le reste, c'est du fantasme.
et on se perd dans le fantasme souvent. Et c'est ça qui nous fait souffrir, parce qu'on n'est pas connecté. L'imaginaire peut aller très loin, autant ça peut être effectivement de l'imaginaire positif, mais ça peut aussi effectivement t'emmener dans des, on va dire, dans des courbes involutives ou des cercles qui peuvent être vicieux, quoi. Enfin, c'est sûr. Donc après, voilà, c'est ce que tu disais. Une fois qu'on est sur l'accueil, la bienveillance, et voilà, bah, on essaye au maximum d'être sur la notion positive. Et du coup, c'est vrai qu'un autre monde, enfin voilà, l'imaginaire des possibles dans le côté, je veux dire, enfin, plus Alice au Pays des Merveilles dans le sens positif, voilà. Dans le sens créatif. Ouais, bah oui. Je crée quelque chose, je crée de la valeur. Et c'est vrai que ce que tu disais, parce que toi, tu travailles beaucoup plus sur la partie créativité, a priori, si j'ai tout bien compris. Et cette créativité que l'on a aussi, parce que la plupart des personnes au potentiel et hypersensibles sont très créatives. Tous les êtres humains sont très créatifs. Oui, ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais nous, on est peut-être beaucoup plus créatifs, enfin, du moins, on est plus assumé créatif, surtout quand on est plus émotionnel. Mais cette créativité, elle ne sait pas que être un artiste, à faire de la musique, à faire de la peinture, à faire de l'écriture, c'est aussi être créatif au niveau de ses pensées, des films qu'on se fait dans la tête. Moi, je suis un super pro des scénarios, quoi. Mais maintenant, je le fais en conscience et en présence. C'est plus des trucs que je m'affiche comme ça, comme une casquette. Tu vois, je ne suis pas le personnage de mon scénario. Je regarde le scénario. C'est ça le travail. Et après, on peut s'amuser. C'est là où on peut créer de la valeur en disant tiens, ce scénario, ça m'a fait marrer, je vais le garder, je vais l'écrire, je vais en faire une vidéo, je sais pas. Moi, je fais plus de vidéos, toi, tu écris apparemment, tu es plus dans l'écriture et la peinture. Oui, la peinture. Mais... Et en parlant de valeur, justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir en fait ton métier de coach auprès d'hypersensibles? Enfin, quelle est ton évolution, ton parcours? Je suis curieuse un peu de savoir comment t'en es arrivé là en fait. Alors, je ne sais pas si je l'ai choisi ou si c'est ça qui m'a choisi. Ouais, bah ça, je comprends. C'est un peu des deux. Alors, je vais essayer de synthétiser. L'idée, c'est qu'à une période de ma... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très créatif aussi et de plutôt multipotentiel. C'est-à-dire que je suis autodidacte dans plein de trucs. J'ai appris plein de choses tout seul. Et donc, en me disant, enfin, j'ai pas fait d'études ou pas beaucoup de formation. Et au bout d'un moment, on m'a fait remarquer que j'étais trop dispersé, qu'il fallait peut-être que je rentre dans le cadre, dans le moule. Et rien que le fait d'entendre ces mots-là, ça me donnait des nausées, on va dire. Voilà. Mais à un moment donné, à force d'aller d'échec en échec, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, eh bien, je me suis dit peut-être qu'effectivement, il va falloir que je me cadre un petit peu, au moins que j'apprenne à le faire. Et puis sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit bah, tiens, pourquoi tu ne te ferais pas accompagner par un coach? Je me dis c'est quoi un coach? Je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai cherché plein de trucs et je suis tombé sur une école à Toulouse dans laquelle je me suis dit bah, tiens, je vais appeler. Puis finalement, je me suis inscrit. Mais c'était pour moi. Parce que je ne suis pas trop coachable, on va dire. Je me fais accompagner quand vraiment j'en ai besoin, mais j'essaie d'abord d'aller au maximum tout seul. Après, il y a des personnes qui n'ont pas cette énergie que j'ai là et qui ont besoin d'être accompagnées plus souvent et plus régulièrement. Et du coup, j'ai fait cette formation. En parallèle, j'ai commencé une formation en ligne aussi avec un coach franco-québécois, on va dire, et qui a duré 7 mois. Donc ça, c'était encore... Ouais, c'était un gros truc. Mais c'était pour les leaders et entrepreneurs. D'accord. Donc voilà. Mais ça n'empêche que ça fait un gros travail sur soi aussi. Là, j'ai développé ce côté cognitif aussi. Et je me suis aussi formé en parallèle, tout ça en même temps, à la communication non violente selon Marshall Rosenberg. Voilà. Donc toutes ces choses ensemble, en même temps, on fait que ça a fait un peu comme... C'était une période chrysalide, où la chenille était vraiment en ébullition, enfin en pleine transformation. Dans la chrysalide, quoi. Et je suis resté vraiment enfermé pendant quelques mois, enfin pendant 7 mois, 1 an, 2 ans même, on va dire, à développer mon activité, à faire ce travail avant de développer mon activité, faire ce travail-là en coaching, à apprendre à moi-même vivre ces expériences-là, me faire accompagner, tout ça.
Et puis après, j'ai suivi une autre formation qui a duré un bon moment, là où j'ai rencontré Romuald, que tu connais aussi, D'accord. pour développer mon activité en ligne sur Internet. Et c'est là qu'il y a eu une question un peu magique qui était: quel a été ton plus grand point de souffrance dans ta vie? Et le mot qui m'a sauté à la tête d'un coup, ça a été mon hypersensibilité. Et voilà, donc moi je me suis toujours dit hypersensible, ça a toujours été un mot dans mon vocabulaire, je ne sais pas d'où il vient parce qu'on ne l'a jamais, peut-être qu'on me l'a dit, je ne me souviens pas, mais je me suis toujours dit que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Mais ce n'était pas clair. Donc j'ai suivi le programme, la formation pour développer mon activité en ligne. J'ai fait un gros sondage et de grosses mind maps dont on parlait tout à l'heure, ça vient de là. Et j'ai proposé tout ça aux gens qui commençaient à me suivre. J'ai fait mon coming out, on va dire, un peu de cette hypersensibilité aussi à ce moment-là, en annonçant. Voilà. Puis après, j'ai ouvert ma page Facebook, je commençais à faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui commençaient à me suivre, à écouter tout ça. J'ai reçu plein de mails, énormément de mails. Ce qui m'a un peu perdu au début parce que... Oui, ça devait être un flow. Ouais, puis il faut savoir l'accueillir aussi, te dire: waouh, attends, je fais juste que parler tu vois, de mon vécu. Après, j'ai appris à structurer aussi un peu mes contenus, mais c'est vraiment beaucoup d'authenticité, de transparence, d'enthousiasme. Ouais, ça se ressent. Voilà. Et du coup, cette page Facebook, j'ai balancé ça sur mon profil personnel et il y a eu plein de gens qui sont inscrits. Et là, je me suis dit: bon, ben voilà, maintenant c'est fait. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'était le gros coming out, ça veut dire: voilà, je suis hypersensible, je l'affiche. Et ça m'a permis, rien que ça, d'être encore plus moi-même, quoi. Et d'accepter tous ces aspects-là de moi et de l'affirmer haut et fort et de dire fuck comme ça ne fait pas aux autres. En bienveillance. Ouais. En toute bienveillance. Voilà. Ouais, bah, j'allais justement te poser la question, mais tu viens d'y répondre. En fait, c'est un peu ça. Mais quel était l'élément déclencheur pour toi du fait de franchir le cap d'être indépendant et de créer la vie de tes rêves? Donc, en fait, ça a déjà été un cap. Ça, c'est après. Ta question, en fait, elle vient avant. Un peu en amont, ouais. Ouais, parce que j'ai eu plein de métiers différents. Souvent des métiers, on va dire... mon seul diplôme que j'ai, c'est paysagiste. Voilà. Je suis censé aménager les espaces verts. Ouais. J'ai fait beaucoup d'entretiens, de trucs très manuels, très chiants. Et à l'époque, je me disais: mais qu'est-ce que tu fais là? Tu mérites mieux. Enfin, je sais pas. Mais j'avais C'est un tellement... joli métier. Ouais, quand tu crées, mais pas quand tu passes le rotofil autour des cuves de merde, des stations d'épuration, par exemple. C'est moins joli. Donc moi, je croyais que ça allait être un métier créatif, mais pas du tout. C'est un métier d'entretien. Et donc, je m'ennuyais. Et puis, je me disais, mais j'étais tellement en manque d'estime de moi et de confiance en moi que je me rendais pas compte que j'avais cette intelligence-là aussi mentale, intellectuelle. Il m'a fallu du temps avant d'accepter cet aspect-là de moi qui était plus intellectuel. Pour moi, j'étais très émotif, très... ouais, je m'aimais pas, quoi. C'était une période un peu bizarre, quoi. Bref, j'ai fait plein de métiers. À chaque fois, c'était un petit peu des boulots comme ça où je m'emmerdais. Je me disais: mais ça me fait chier qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait des patrons. À chaque fois, j'apportais de nouvelles idées. Mais non, on reste comme on est. Donc, j'avais l'impression de servir à rien, quoi, et de ne pas être à ma place. Et l'élément déclencheur, ça a été ma toute dernière boîte où j'avais réussi parce que dans un de mes métiers, j'étais infographiste. J'avais réussi à rentrer dans une boîte comme ça, au culot, et en présentant ce que j'avais fait humblement. Et je suis resté un mois dans cette boîte, ça s'est très mal terminé, parce qu'il a viré tout le monde, enfin bref. Puis j'en avais ras le cul de faire des trucs qui ne me plaisaient pas. Donc je me suis dit: je vais me mettre infographiste à mon compte. J'ai créé mon auto-entreprise en 2010. Et puis j'ai continué à me disperser, à faire d'autres trucs. Le fait de faire des factures, des machins, des trucs, ça me saoulait. Du coup, je me suis dit: il faut changer, c'est pas encore ça. Donc j'ai continué à creuser jusqu'à arriver à ce que je disais tout à l'heure, à cette période de coaching. Finalement, avec tous ces trucs-là mis à bout, ça m'a dit: mais tiens, avec tout ce que je sais faire, je peux en faire quelque chose. Et c'est là où j'ai créé mon patchwork. Ouais. Bah, c'est un peu le processus que j'ai eu aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, entre guillemets,
des points communs qu'on avait et tout, mais tu vois, je savais pas du tout ta partie graphiste. Enfin, moi, j'ai un passé d'ancienne graphiste aussi. Tu vois. Et bien voilà. Donc, voilà pourquoi aussi la créativité, le fait de bichonner des petits programmes, de faire des jolies choses est important aussi. Et je Tout vois à bien ce que fait. tu veux dire sur le fait de... Là, ça t'a paru évident à quel point ça met en... En fait, ça fait comme si toutes tes... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment comme sentiment maintenant, mais comme si toutes mes vies passées, enfin, de métiers passés, on va dire, ont été des moments pour apprendre, évoluer, avoir des capacités. Et aujourd'hui, en fait, j'utilise à peu près toutes ces possibilités. Enfin, et c'est ce que j'entends aussi, toi, tu as ce côté boîte à outils de ton passé te sert vraiment maintenant. Et ouais, je trouve ça drôle. Enfin, et ça prouve bien à quel point, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas aujourd'hui, que voilà, quand j'étais graphiste, j'avais beau travailler sur la créativité, qui est vraiment quelque chose qui me passionne, bah, il y avait des choses qui ne m'allaient pas du tout dans le quotidien, sur Mais le... tu étais à ton compte aussi ou c'était en tant qu'employé ou les deux peut-être? J'étais les deux. D'accord. Ouais. Et même en tant En tant qu'indépendante, qu'indépendante, ça peut aller. bah alors les factures, moi ça j'ai D'accord. toujours en même temps, mais voilà, non, et puis il y avait ce côté, j'avais l'impression d'être un outil. Et pas, j'avais pas l'impression d'être considérée comme une personne. Enfin, je sais pas comment le définir, mais Oui, disons que tu créais de la valeur pour tes clients en faisant ce qu'ils voulaient, mais peut-être que tu ressentais plus le besoin, toi, d'être peut-être dans le conseil ou dans l'accompagnement, ouais, beaucoup c'est plus. ça. Oui, oui, Voilà, dans l'humain, plus dans l'humain, quoi. plus dans l'humain. Ouais, il me manque énormément ça Et en moins fait. dans la technique, quoi. Mm, Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai ressenti aussi. mm, mm. Et, Ouais, c'est ce côté, je crée ma vie parce que je suis à mon compte, mais en même temps, ça me saoule d'avoir des gens qui me demandent de faire des trucs pour eux. Alors que moi, je pourrais leur proposer en tant que créative peut-être que je pourrais leur proposer des idées qu'ils pourraient eux implémenter. Là, bah ça devient oui, du consulting. oui, bah oui, oui, c'est ça. Enfin, et je trouve ça beaucoup plus intéressant de. Enfin, moi, créer pour les autres, finalement, j'ai plus d'intérêt. Par contre, effectivement, donner des clés pour que eux soient acteurs de leur créativité, de changement de processus, ou peu importe, voilà ce qu'on met derrière. Mais là, c'est juste, je trouve, phénoménal ce qui se passe. Je trouve, c'est la nuance peut paraître infime, mais pourtant la différence est phénoménale. Enfin, Mm. Ah oui, c'est énorme. Pour l'avoir vécu de la même manière. mm, mm. Après, c'est vrai que la transition, pour moi, elle a été très inconfortable. Ça a été douloureux et très long. Enfin, long, ça a duré 2 ans, 3 ans. Sur l'échelle d'une vie, c'est pas si long, mais bon. Ouais. Bah, Vu les qu'on a ce processus. côté un peu exigeant aussi des choses, qu'on aimerait que ça aille toujours plus vite. Hein. Ouais, ouais, on peut pas tout. Mais Donc oui, ouais, c'est clair que si on est créatif, comme toi, comme moi, ou les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est clair que cette créativité, on peut la mettre au profit de la chose la plus importante pour nous, c'est-à-dire notre vie, quoi. Et dire, je suis un créatif, ouais, je sais faire de la musique, je sais faire du graphisme, je sais faire ceci, je sais faire plein de trucs. Mais est-ce que je peux créer ma propre vie? Et ça, c'est difficile parce que quand on est plutôt à tempérament hypersensible et au potentiel, le souci qu'on a, c'est que faire des choix, c'est renoncer. Donc, on ne fait pas de choix et on préfère subir. Jusqu'au moment où on en a marre de vraiment subir et de se dire, ben tiens, peut-être que je décide de créer ma propre vie. C'est ça ce concept, créer sa propre vie. C'est de dire, ok, j'ai envie de faire plein de trucs, mais à un moment donné, il va falloir que j'apprenne à faire un focus sur quelque chose pour que ça aboutisse à un minimum. Pas forcément s'enfermer là-dedans, mais il va falloir peut-être tracer un plan de route ou du moins une carte sur ouais. laquelle on va avoir des checkpoints où on va pouvoir aller piocher, avancer, reculer, revenir, mais naviguer vers quelque chose qui est beaucoup plus clair que de laisser faire la vie, le hasard ou les anges, ou je ne sais quoi, ou l'univers. Il faut des deux, il faut la magie de la vie, il faut aussi un cadre. Sinon, on continue à tourner en rond quoi, et à subir plutôt que de choisir. Ouais, bah oui, avoir trop de projets, trop de choses en tête, ou et effectivement, pas avoir de. Je vais pas dire ligne de mire parce que c'est pas forcément le terme, mais. De fil rouge. Ouais, pourtant, j'ai toujours eu cette sensation d'avoir le fil rouge, mais effectivement, il était plus.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois. J'avais pas envie de laisser des choses de côté. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment et que si j'abandonnais des trucs, ça me manquerait en fait à vouloir trop mener de front, trop de projets, trop de choses et tout. Bah, il y a un moment, le projet finalement global qui est le plus important et qui finalement tire derrière lui tous les autres projets que tu réaliseras derrière. Si tu n'as pas ce gros projet qui est le début de la ligne rouge, du fil rouge, bah, tu peux t'y perdre. Et effectivement, ça, je vois bien ce que tu dessines ici. Oui. On s'y perd. Après, d'avoir trop de projets, c'est pas grave. L'idée, c'est de se dire, je peux pas tous les faire en même temps. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, avoir plein d'idées en tête et des projets et des listes, c'est super. Mais effectivement, il y a un moment où on ne peut pas tout mener de front non plus. C'est ça. Alors, surtout quand on entreprend. Parce que si on veut réussir à faire, à commencer, parce qu'au début, on commence par faire vivoter notre entreprise. Et si on veut la faire progresser, sans chercher à faire peut-être des millions, comme certains qui poussent dans ce sens-là, je ne suis pas contre, mais l'idée, c'est déjà de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et d'avoir une activité qui nous permette de répondre aux besoins vitaux, aux besoins de sécurité, de manger, de se loger et tout ça. Et c'est pas forcément évident quand on débute dans l'entrepreneuriat. Mais pour ça, c'est clair que moi, c'est ce que j'ai appris dans ce gros programme de coaching de 7 mois. Ce que j'en ai retenu le plus au début et à la fin, parce qu'au début, j'avais discuté avec le fameux coach. Et à la fin, c'est ce qui s'est concrétisé. Il m'avait dit, tu vois, il avait pris plein de marqueurs. Il dit, tu vois, ça c'est toi aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. L'idée, c'est de regrouper et de faire un laser comme ça. Un seul truc. Et pour ça, il a fallu que j'apprenne à me connaître. Et c'est souvent pour ça qu'on part dans tous les sens, c'est parce qu'on a un manque de connaissance de soi et de confiance en soi, d'estime de soi. Oui, qui est lié de toute façon. Ouais, c'est beaucoup de psychologie aussi, l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup appris. Parce que tous les jours, c'est un nouveau défi, tous les jours, c'est un nouveau challenge et une nouvelle occasion de pouvoir mieux se connaître. Ça, c'est un joli résumé de l'entrepreneuriat, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue après. Oui, mais c'est ce que je ressens aussi. Enfin, c'est la meilleure manière d'être sur le développement de sa personnalité. Enfin, je trouve que c'est des remises en cause, remises en question, des adaptations, de changer de point de vue, de trouver des idées, de voir ce qui passe pas. Enfin, c'est un joli processus de... Ouais, c'est magique. Hein. Ouais. C'est un mélange de magie noire et de magie blanche. Parce que des fois, ça pique. Ouais, alors je dirais pas magie noire, mais ouais, parce qu'après, quand ton intention est bonne, c'est. Mais après, il est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à chercher à comprendre comment tu fonctionnes, tu soulèves un peu la vase, tu vas vers les peurs, donc tu as des grosses zones d'inconfort, ça c'est évident par contre. Mais voilà, j'en parlais ce midi sur la formation créativité, je veux dire, entre les zones de confort, et d'inconfort, et puis d'aller vers sa zone de génie, voilà, tu as vraiment tout un parcours à faire. Effectivement, après, savoir jongler entre ces zones-là et de se dire, bah oui, j'ai des périodes un peu d'entre-deux, mais derrière, il y a de telles possibilités que, voilà, quand on sait qu'on tend vers ça et qu'on pose cette intention-là, ça donne la force même dans les moments plus sombres, on va dire. Mais voilà, il y a oui, c'est ça, parce que tu connais ces forces-là. Ouais. On en parlait tout à l'heure aussi, des forces. La créativité, c'est une de nos forces, à toi et moi. Et moi, la créativité, c'est un truc qui m'a toujours obsédé. Et je ne peux pas vivre sans. C'est pas possible. La créativité et la curiosité, toujours apprendre de nouveaux trucs. C'est lié. C'est forcément lié. Ouais, pas forcément, non. Ça dépend des gens. Tu as des gens qui ont plus développé la créativité, d'autres plus le besoin de connaissances, et d'autres qui ont les deux. Oui, mais alors, elle peut être à des niveaux différents, mais par contre, pour moi, comme la créativité, en fait, ça s'entretient, la curiosité fait partie des processus à mettre en route pour activer. Je parlais de curiosité, après je te parlais d'apprendre tout oui, le temps. d'accord, oui, pour l'apprentissage. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on appelle curiosité et apprentissage, je ne sais pas. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin d'apprendre, de faire des formations. J'en suis des formations, c'est plutôt des produits d'information.
Oui. Des formations proprement dites qui durent longtemps, j'en suis quasiment pas. J'en ai quasiment pas suivi. Ça me saoule. Mm. Il faut que ce soit court et expéditif et que je puisse tout de suite expérimenter. Sinon, Ouais, ça... après, ça dépend du fonctionnement de chacun, c'est sûr. Après, tu parlais de génie tout à l'heure. Il y a un truc qui m'est apparu un peu plus clair, ça, justement. Chaque fois que je fais des interviews, il y a des choses qui apparaissent plus claires, c'est génial. C'est qu'il y a cette partie de génie de nous, par exemple le créatif, donc c'est la magie un peu. Tu vois. Pour moi, la créativité, ça a toujours été un peu magique. Ça se fait tout seul, en grande partie. Et il y a la partie, si on n'est que ça ne marche pas. Ou alors, ça marche, mais il faut avoir un peu de bol ou avoir vraiment un super, super méga talent, avoir du super succès comme, comment il s'appelait, c'est pas Victor Hugo, là, qui sculptait, qui faisait des peintures et tout, là. Je sais plus. Un peintre, artiste, qui finissait jamais ses œuvres. Je n'ai plus le mot. Tant pis. Je chercherai là, j'en ai pas qui me vient. Mais... Bah, il est connu, donc c'est pas grave. Soit ouais. les prénoms, on parlait des noms et des prénoms tout à l'heure. Voilà, un tel exemple. Mais ouais. Peut-être qu'il reviendra après. Ben lui, voilà, il finissait jamais ses œuvres. Mais c'était à l'époque des Lumières, donc c'était pas mal vu parce qu'il faisait partie des hautes strates des Lumières. Des gens célèbres. C'était une célébrité, donc c'était accepté. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Enfin, ça revient un petit peu, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on a ce génie-là et finalement, on peut se perdre que là-dedans. Et donc, il faut qu'on développe ce côté un peu plus, pas cartésien, tu vois, mais rangé, priorisé, un peu plus, cerveau gauche, on va dire. Et il y en a qui sont que cerveau gauche et qui ont perdu cette créativité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans l'entre-deux, tu vois. J'ai tellement poussé intellectuellement à un moment donné que je me disais, mais merde, il n'y a pas si longtemps, je me sens plus créatif, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui est là. J'en pouvais plus, je saturais d'informations. Et je pense que quand tu parlais de chemin parfois inconfortable, il y a ça aussi quand on veut être un artiste accompli et qui réussit, je pense que, ou un créatif, il faut vraiment ces deux aspects-là, quoi. Et à un moment donné, on est dans une zone où c'est vraiment horrible, quoi. Parce qu'il y a ce processus de changement dans le cerveau aussi, quoi. Ah bah oui, de changer ses habitudes et ses fonctionnements, c'est pas forcément simple aussi. Hein, mais... Il y a l'aspect très cognitif et l'aspect très créatif qui est plus de l'ordre du cerveau arborescent, qui part dans tous les sens, et l'autre qui doit être plutôt le cerveau séquentiel pour ranger cette arborescence. Voilà. Et quand tu es indépendant, bah, tu as besoin des deux. Hein. Ah oui. Hein, largement. Ah mais oui. Et si tu veux tenir, tu es obligé, c'est clair. Voilà. C'est sacrément douloureux parfois. Hein, c'est clair. Ouais. J'ai essayé pendant une période d'être j'ai essayé. La vie m'a amenée à avoir besoin de lâcher prise et d'être vraiment 100% cerveau droit et c'était génial parce que j'ai réussi à vraiment lâcher prise sur certaines choses, mais j'ai bien vu que c'était pas possible non plus et que finalement, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on s'y perd. Bon, voilà, c'est ça aussi. Et j'avais beau, pourtant à ce moment-là, j'avais déjà fait un gros travail personnel, tu vois, sur mes émotions, enfin voilà, tout le joli petit train d'hypersensibilité et ce qu'il peut y avoir. Mais malgré ça, il y a eu un moment où j'étais repris dans un tumulte que je pense justement où je pensais en être sortie et la créativité, le côté un peu voilà dans tous les sens, a fait qu'il y a un moment je me suis laissée embarquer, je me suis dit oh là ok, faut que je revienne un petit peu voilà sur le côté plus voilà cartésien organisé et que j'ai eu énormément aussi à une période. Et quand tu arrives justement, je trouve, à jongler avec ça et te dire, bah voilà, l'un n'empêche pas l'autre et que tu peux vraiment utiliser tous tes potentiels, c'est génial. Enfin, voilà, de jongler entre. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Moi, je l'imaginerais que la créativité, c'est par exemple, c'est l'invisible. Et cet esprit un peu plus cadre, enfin, on va dire organisé, c'est la matière. Voilà. Et l'invisible vient se matérialiser à un moment donné. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est toutes ces pensées, tous ces trucs, ne serait-ce que de commencer par les peindre, c'est un truc, les mettre en musique, c'est un truc, mais de les écrire. Ça permet déjà ça a été prouvé scientifiquement, ça permet déjà d'organiser ses pensées.
de faire un tri naturellement en devant les... On ne peut pas tout écrire, ça va trop vite, surtout avec des cerveaux comme les nôtres. Mais le fait de les écrire, ça libère énormément. Moi, c'est l'outil principal que je propose à toutes mes séances dans mes programmes et tout ça, dans les ateliers. C'est d'aller écrire ce qu'il y a dans la tête, ah bah de oui, le mettre en face, de le cristalliser, quoi. Et du coup, il peut y avoir toutes ces idées de projet qu'on met à plat. Moi, j'ai des périodes où j'écris. Après, je vais écrire sur un tableau blanc en plus. Je vais refaire des schémas dans tous les sens. Après, je vais faire ça en mind map. J'ai tout un... Ça dépend des fois, mais il y a un processus de grosse bordélisation, on va appeler ça comme ça. Et après, je regarde de loin et je peux, avec cet autre aspect de là, de nous, j'ai envie de dire, de moi, je peux l'organiser, le segmenter et le prioriser aussi. Dire, bon, ben, ça aujourd'hui, c'est une super bonne idée, c'est génial, mais c'est pas pour l'instant. Maintenant, ouais. Voilà, et choisir, ce n'est pas, comme on dit tout à l'heure, choisir. Ouais, c'est pas abandonner, c'est juste un choix de priorisation. Ton truc, si dans un mois, tu as fini ta priorité, que tu regardes l'aspect que tu avais mis de côté, l'idée que tu avais mise de côté, tu la regardes en face. Souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, c'était bof. C'est sur le moment, j'étais excité, j'étais enthousiaste, il y avait plein d'émotions, c'était cool. Je me suis fait plein de films derrière, plein de fantasmes. Mais un mois après, c'est pas, voilà, sans plus. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est c'est génial. C'est sorti de ma tête ce truc, ok, on va le faire. Et voilà. On va le faire plus tard parce que ça a encore du sens. Mais et c'est pareil pour prendre une décision. Moi, je laisse toujours entre 3 jours et une semaine avant de me décider. Parce que sur le coup de l'émotion, on fait des actes qui ne sont pas cohérents. Oui, moi aussi. Je laisse infuser maintenant. Avant, j'avais tendance à répondre du tac au tac, mais effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, là, pour le coup, il y a 0 filtre, 100% dans l'émotion et tu ne prends pas du tout de recul face à la situation, alors qu'effectivement, en décalant rien que par le temps, forcément, tu vois les choses différemment. Mais oui, c'est drôle, enfin c'est drôle, ça n'a rien d'étonnant, mais par rapport à ton processus d'écriture et je vois bien à quel point on a un fonctionnement quand même assez similaire, parce que moi, quand je suis en mode où j'ai la tête, où j'ai l'impression qu'elle va exploser tellement il y a d'idées, j'ai à peu près 10, 20, 30, 50, 100, j'en sais rien, post-it qui viennent de partout. J'ai un tableau où je les pose. Après, j'ai des grandes feuilles blanches où je fais des mind mapping au feutre. Et après, je repars sur des plus petits. Et là, je fais des listes et des choses comme ça. Donc, tu vois, on a un fonctionnement. Un créatif, je pense qu'à la base, il est bordélique. C'est pas péjoratif. Non, il y a besoin du chaos d'émulation. Du chaos, c'est ça. On est très chaotique. Mais pareil, le chaos, c'est pas négatif. D'ailleurs, le négatif positif, ça existe que dans l'intellect, dans le mental. Ça n'existe pas dans la réalité. Mais il y a cet aspect-là où c'est complètement le why et ça va dans tous les sens, c'est très vivant. Ça peut être très plein, très vide. Et puis, il y a ce processus, comme tu disais, qui est intéressant de développer, qui est déjà, là aussi, ça marche, s'extraire, observer tout ça, et se détacher de ça. Parce qu'un artiste, souvent, il a du mal à se détacher de ses œuvres. Je le vois, ma mère, elle est peintre, moi, je suis musicien, donc le groupe, un de mes groupes que j'ai eu pendant 8-10 ans, j'ai eu du mal à m'en détacher. C'était mon bébé. J'ai mis plein d'énergie, j'ai mis tout mon enthousiasme, tout ça, et au final, tu dis, mais là, aujourd'hui, c'est plus d'actualité, pourquoi je reste? Ça fait plus sens pour moi. Ou une œuvre, je sais pas, un tableau, ma mère regarde tous ces tableaux, elle a du mal à les lâcher, ou à les exposer. Pourtant, ça ne nous appartient pas. Oui, mais tu as tellement les idées, c'est pareil. D'y mettre de toi, enfin voilà. Et oui. Mais parce qu'on s'identifie à ça. Et c'est là, c'est un processus là, du coup, de désidentification de la peinture, de la musique, du groupe, de l'album, peu importe, et aussi des idées dans notre tête. Des idées, des projets, oui, c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Et des pensées, je voulais dire aussi. Je pense que je suis hypersensible. Oui, c'est un concept, c'est pas une réalité. C'est ma réalité objective. Mais c'est subjective, mais c'est pas une réalité, c'est une étiquette, ça veut rien dire. J'ai une petite question
Et en termes, du coup, en tant qu'hypersensible, toi, comment tu mets en pratique justement tes dons, tes perceptions, enfin, pour accompagner Oula. les personnes auprès de toi, enfin, et est-ce que tu travailles avec l'intuition? Moi, je pose comme ça, c'est la question que je pose souvent parce que moi, c'est voilà, un sujet important pour moi, mais voilà, j'attends ta réponse avec grand plaisir. Alors, c'est une très belle question. Alors, comment j'utilise déjà ma force d'hypersensible? Bah, déjà, euh, bah, pour moi, l'hypersensibilité, déjà, c'est mes cinq sens qui sont exacerbés. Mm. Pour moi, la définition pure et simple de l'hypersensibilité, c'est que mes sens, sensibilité, sens, Ouais. ils sont hyper, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà des sens, au-delà de la moyenne de la plupart des gens. Donc ça peut être très douloureux, très desservant, si on ne s'est pas créé, j'ai envie de dire, peut-être le bon environnement qui nous correspond selon notre degré de sensibilité. Ou alors ça peut être très puissant, ça peut être une force. Mm. Moi, par exemple, j'ai une hyperacousie. Mon hyperacousie, si je ne peux pas vivre en ville tout le temps, je vis à la campagne, sinon voilà, et c'est calme. Et dès qu'il y a trop de bruit, j'ai trop d'infos, ça sature. Mon Mm. cerveau, il pète un câble. Mais par contre, vu que mon oreille est très fine, j'ai aussi cette intelligence de la musique, de la musicalité, et je suis capable d'entendre un morceau et de le rejouer à la guitare sans avoir les partitions, Mm. de retrouver la mélodie, la base. Concernant les accompagnements, ça me sert à écouter la voix de la personne, à entendre la partie non verbale, même si elle parle, mais dans la musicalité de sa voix, dans l'intonation de sa voix, tout ça. Oui, tout ce qui se transmet autrement, en fait. Voilà. Mm. Tout ce qui est son, ben, mon hyperacousie, elle me sert à ça aussi. Qui va venir servir aussi mon empathie et mon intuition, pour répondre à votre question, c'est que oui, j'utilise beaucoup mon intuition quand j'accompagne. Mais l'intuition, c'est une partie de créativité et c'est une partie d'empathie. Mm. Parce que quand tu écoutes l'autre et que tu sens des choses, donc il y a peut-être cette partie que je ressens dans l'empathie, mais il y a aussi toute la partie non verbale que notre cerveau a la capacité de détecter sans forcément y penser. On n'a pas de processus intellectuel pour faire ça. D'autres personnes ont fait des processus, l'ont intellectualisé, ont écrit des trucs sur comment capter le non-verbal d'une personne, mais moi je me suis rendu compte en lisant ces trucs, déjà je me faisais chier à les lire, parce que je savais déjà le faire naturellement. Je me suis dit, à quoi bon re-appliquer des trucs que je fais naturellement? Par contre, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait un processus naturel. Oui, et que tu étais déjà dedans et que finalement, Voilà. ça ne faisait que conforter ce que tu avais mis en place, en fait. Aussi, C'est peut-être. ça. Mm. L'empathie, pour moi, c'est ça. Enfin, en partie. L'empathie, on va dire, sensitive. Après, l'empathie intellectuelle ou consciente, c'est de... Oui, je me mets euh, dans cette énergie, j'ai envie de dire, d'amour et et de compassion avec l'autre. Mm. Mais l'empathie, c'est la compassion, on va dire que c'est OK, genre, je t'entends, bon, on va dire que la personne, elle est au fond du trou. La compassion, c'est ouais, ouais, je compatis avec toi, tu es au fond du trou, mais moi, je reste en haut. Après, il y a la sympathie. La Mm. sympathie, j'ai dérivé encore, désolé, mais c'est tellement passionnant et important. Mm. Ah La ouais. sympathie, c'est quand tu vas dans le trou avec l'autre pour aller le sauver. Donc t'es con, non, c'est foutu pour tous les deux, quoi. On est tous les deux au fond du trou. Donc là, c'est quand on écoute quelqu'un parler et qu'on souffre avec la personne. Et donc ça révèle des trucs en nous qui ne sont pas Mm. encore guéris, qui sont encore présents. Ça, c'est la sympathie. L'empathie, c'est entre les deux, entre ces deux aspects-là. C'est-à-dire, et j'en parle parce que beaucoup de personnes créatives et hypersensibles sont empathiques. Mm. L'empathie, c'est OK, je suis en haut du trou, toi, tu es en bas, mais t'inquiète, ensemble, je comprends, c'est vraiment la merde pour toi. Là, il faut vraiment que tu sortes et tu m'as appelé, je vais t'aider. Maintenant, on va trouver une solution ensemble pour t'aider à sortir du trou. Moi de mon côté et toi du tien. Voilà. Et là, moi, je reste en haut du trou, je t'envoie une corde et je te tire. Si tu as envie de remonter, si Ah la oui. personne elle reste au fond du trou, c'est Sensible. pas mon problème. Donc, je suis détaché. Quand je suis en empathie, je me détache de l'autre. Mm. Pas de l'autre, mais Oui, disons oui, de que la ce qui vit, situation. ça lui appartient, ça Mm. ne m'appartient pas. La sympathie, j'ai l'impression que ça m'appartient aussi. Et la compassion, c'est ouais, je compatis, mais bon, démerde-toi. Enfin, on ne peut Ouais. pas faire mieux. Mais on peut mettre la compassion et l'empathie ensemble. Oui, oui, c'est une jolie nuance.
Je parle Bah, beaucoup. pour rebondir par rapport à ça, justement, tu peux nous expliquer comment tu aides les personnes qui font appel à toi, enfin, en coaching, au niveau de tes Moi, je les aide. Ouais. Ça dépend de leurs problématiques. Ou alors, Euh, tu veux parler de quoi? Des outils oui, les outils que enfin, ce que tu as envie de partager, ça peut être, oui, les outils ou une problématique particulière ou après. Les problématiques, je te disais, c'est beaucoup de manque de confiance en soi, mais je ne travaille pas trop là-dessus. Moi, je travaille vraiment sur l'organisation des pensées et le travail sur les émotions. Ouais, Ce donc qui amène de la confiance en soi, parce que tout vient de ça. Tout vient des pensées et des émotions. Et après, je travaille beaucoup aussi sur l'organisation personnelle. Et dans ce travail d'organisation personnelle, ça peut être de chez soi. En ce moment, j'ai quelqu'un, c'est le bordel chez elle, on travaille là-dessus. Au travers de chaque petite action, chaque petit truc, on va faire de l'orfèvrerie et on va travailler en détail, en finesse, sur ce qui se passe à l'intérieur, dans ce bordel, dans cette action, dans toutes ces choses-là. Donc moi, je fais pas que du développement personnel. D'ailleurs, je n'aime pas ce terme-là. Bon, on va l'utiliser parce que c'est ça qui est connu. Je ne fais pas que du développement personnel, il y a aussi quelque chose de l'ordre qui est plus philosophique, il y a aussi quelque chose de plus thérapeutique, parce qu'on accueille tout ce qui vient, on accueille. L'idée, c'est ça. Oui, tu es dans la globalité, toi, de toute façon. Voilà, dans la globalité pour aller à quelque chose d'incarné. Donc, il y a toujours des actions. Chaque séance, elle se finit par une action, par quelque chose qu'on va faire un petit pas, mais avec bienveillance. Je fais du coaching, je ne suis pas du coaching à l'américaine, je suis du coaching à la Fabien. C'est-à-dire, il y a beaucoup de douceur et de bienveillance. Ouais, et de pique quand il y a besoin que ça pique un peu. Des fois, il faut aussi se pousser. Mais après, c'est j'ai jamais travaillé avec toi au niveau du coaching, c'est ce que je ressens au niveau de tes vidéos que je suis depuis un certain temps. Ça, c'est évident que avec douceur et bienveillance, ça, j'en doutais pas un seul instant. Après, oui, je comprends aussi ce que tu dis sur le fait du step by step, une étape à la fois, un petit pas chaque jour pour avancer. Enfin, voilà, ça permet d'y aller avec douceur aussi. Enfin, c'est important de pas tout chambouler non plus d'une traite, quoi, parce que. Parce que ça ne marche pas. Ouais, parce qu'au final, il y a beaucoup de culpabilité qui se présente au bout d'un moment. Ouais. Mais oui, c'est ça, ça ne marche pas parce que ça fait too much. On veut en faire plein, on veut aller plus vite, en faire beaucoup, 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 puis au moment donné, hop, burn-out. Ah ben ouais, tu as voulu en faire plein. Donc, moi, je rappelle tout le temps, ok, tu ne penses pas que ça fait un peu trop? Voilà ce que moi, je te suggère, ce que je te propose. Alors, tu vois, je ne fais pas du coaching pur et dur, il y a vraiment ce côté écoute active avec j'écoute, puis je pose des questions, je fais du recadrage ou de la reformulation. Et je suggère aussi des mots, pour mettre des mots, parce que souvent, moi j'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais. Ouais, aussi. Et cette capacité-là, c'est quand même, cet apprentissage-là, il a été très bénéfique pour moi. De pouvoir mettre des mots, c'est pour ça que dans mes vidéos, souvent je reçois des mails, oh là, on dirait que tu parles de moi, tu as réussi à mettre des mots pour moi. Je dis, bah ouais, j'ai dû les mettre pour moi avant. Là, je fais que les partager. Mais donc voilà, il y a l'écoute active, le recadrage, la reformulation. Il y a aussi, je suis beaucoup dans la suggestion. Donc, par moment, je vais suggérer, je vais proposer quelque chose, ce qui sort du cadre du coaching. Et là, on rentre plus dans le mentorat, par exemple. Où moi, j'ai fait le parcours et je suis là aussi pour te donner pas des conseils, mais des suggestions, des propositions. Et je demande, est-ce que ça fait sens pour toi? Et je valide plein de fois. Il faut que ce soit vraiment, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui viennent. Voilà. Il y a plein de gens qui suivent mes vidéos et qui viennent parce qu'ils sont à fond. Et je leur dis, attends, déjà, je suis un être humain comme toi. Et il ne faut pas t'accrocher à quelqu'un comme ça, quoi. C'est ce que je te propose, il faut vraiment que ça fasse sens pour toi. Et c'est pas parce que c'est moi qui te le dis. Donc je suis vachement gaffe qu'il n'y ait pas tu vois, comment ils appellent ça en thérapie. Il ne faut pas qu'il y ait cette. Oui, enfin, je vois sur la fusion, je ne vais pas avoir le Voilà. non plus, mais enfin. Il ne faut pas qu'il y ait cette identification à l'accompagnant, quoi. Et ce lien qui se crée de. Voilà. Donc c'est une harmonie un peu délicate à trouver, quoi. Mais c'est beaucoup dans l'écoute parce que en fonction de là où en est la personne, de là où elle veut aller, bien entendu, et puis tout le temps il faut jauger, voir où ça en est, faire des points. Donc tu t'adaptes en permanence en fait. Comment?
Tu t'adaptes en permanence à Ah oui, chaque personne. j'ai un protocole Ouais. global. Je le suis. Il y a des séances où je ne le suis pas du tout parce que la tête, elle est pas du tout elle est plus dans l'intuitif, justement. Ça dépend. Ça dépend de mon état du jour et de la personne en face. Et tout le temps, je commence mes séances en me disant, voilà, comment tu te sens toi, comment c'est dans ton corps maintenant. Et j'explique un petit peu quand moi, je ne suis pas trop en énergie. Je dis, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas trop d'énergie. Je joue la transparence. Je dis donc, si tu me vois bugger ou que je ne suis pas dans l'habitude, c'est normal. Voilà. Et je pense que c'est important aussi parce qu'on est des êtres humains en tant qu'accompagnants. Ouais. On n'est pas Bah des oui. dieux ou des gens qui ont réussi à construire le Saint Graal du bonheur D'être extrême. d'être sincère et de montrer sa vulnérabilité, je trouve ça Ouais. primordial. Et ça marche formidablement bien. Bah Moi, oui. tous les psys que j'ai pu voir, ou les psychologues, les psychiatres, ou les coachs qui se mettaient sur un piédestal ou au-dessus, ou qui se coupaient complètement de leur humanité, ça n'a pas marché pour moi. C'est vraiment les personnes qui m'ont parlé d'eux, de leur histoire aussi, où c'est là que je me suis plus éveillé, que j'ai plus compris le truc. J'ai pu mettre des mots. Donc, je fais ça, je fais mes séances comme ça. Donc ça sort du cadre déontologique des différents métiers que j'ai appris dans l'accompagnement. Tu vois, puis après, il y a aussi un travail qui peut être thérapeutique où il y a des émotions, on a beau les intellectualiser, ça ne marche pas, il faut laisser ces émotions circuler dans le corps et faire leur chemin qu'elles n'ont pas pu faire au moment où ça s'est bloqué. Et là, j'ai ma petite méthode pour faire ça. Et quand ça se présente, on y va. On va dedans, à fond. Et une fois que ça s'est libéré, ben ouais, forcément, il y a plein de choses qui s'ouvrent derrière. Plein de potentialités et d'énergie aussi qui revient. Ouais, ça doit être des beaux cadeaux quand tu vois le changement chez les personnes comme ça. Ouais, après, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est très très lent, d'autres pour qui c'est ça s'enchaîne. Donc là, forcément, quand il y a des résultats plus immédiats, c'est plus surprenant et plus. Ouais. Oui, ça peut être plus fulgurant, mais après, en même temps, chacun va à son rythme et Oui, c'est ça qu'il faut respecter en premier, quoi. tout à fait, c'est super important. Mm-hmm. Voilà, puis après, il y a la partie thérapeutique, mais c'est pas de la psychothérapie, je n'accompagne pas des personnes sur des mois et des mois et des mois. C'est du coaching avec de la thérapie et du mentorat, mais je ne suis pas formé à la thérapie, c'est des choses que j'ai découvertes par moi-même ou que j'ai lues, ou en discutant avec des thérapeutes, des psychothérapeutes ou des gens qui sont plus dans le délire. Et parce que ça me passionne aussi, c'est l'humain, on a tous les mêmes bases. Voilà, et puis c'est beaucoup de respect de soi aussi là-dedans. Des fois où on n'est pas en énergie, pas en forme, il faut le dire, comme on disait tout à l'heure, ou alors il faut annuler et écouter ce qui se présente en soi. Après, j'invente plein d'outils pendant des séances, des fois aussi. Donc voilà, il y a des choses toutes faites qui existent. Ah ouais, il y a plein de trucs qui existent dans la PNL et tout, qu'ils ont modélisé, il y a plein d'outils. Moi, j'ai appris plein de boîtes à outils. Il y a plein de trucs d'ailleurs que je trouve aberrants, enfin, qui moi ne me parlent pas du tout. Après, moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux aussi, beaucoup de musique. Donc déjà, dans les arts martiaux, au niveau psychocorporel, c'est quand même très intéressant. Si on est en conscience avec soi. Et du coup, il y a plein de trucs qui me reviennent, qui s'assemblent en fonction du besoin de la personne. Je vais lui sortir un outil où il y a peut-être un processus qui apparaît. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, voilà. Et de ça, souvent, j'en crée des ateliers ou des formations, des trucs comme ça, pour le partager. Oui, tu as cette notion de partage qui est importante aussi. Enfin, voilà, si c'était juste pour le garder pour toi, il n'y a pas le même intérêt. Enfin... Bah oui. Ah oui, ça, partager, pour moi, c'est une de mes valeurs importantes. Donc, la créativité, elle peut se présenter comme ça aussi. Je ne pensais pas. Pour moi, la créativité, c'était que faire de la musique ou être un artiste. Ah, c'est tellement plus large que ça. Ouais. Et ouais. Mais là, je le découvre dans l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas créatif quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas ta créativité activée, j'ai envie de dire, c'est un peu la merde. On contre des solutions. Oui, que c'est nécessaire pour chaque entrepreneur. Hein. C'est évident qu'il y a besoin de cette remise en question, d'avancer, de créer des projets, de voir ce qui ne fonctionne pas, de recommencer. Et peu importe les domaines de compétences, hein, ça c'est évident que
Tout le monde en a Ben, besoin. Hein. pour moi, entrepreneur, c'est la base de l'entrepreneur, c'est trouver des idées, c'est créer des idées. L'entrepreneur, il crée. Et les mettre au service d'eux. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend des Oui, métiers. après, ça dépend des domaines, mais quand même, en général, c'est. En général, oui, c'est du service. Parce qu'on vend un service, on vend même un produit, il rend service, un produit physique. Ah bah oui, toujours. Enfin... Donc c'est ça. Et des fois, c'est bien prise de tête. Ah Faut bah pas comme s'attendre. toute période créative, hein, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a de l'émulation, il y a ça part dans tous les sens. Et puis après, Après, faut ranger la boîte à oui, jouer. ouais, voilà. Mais c'est ça en fait. Ces moments-là, c'est un peu quand on est gosse, on a un gros coffre à jouer. Ouais, C'est génial. voilà, On c'est a ça. partout. Tu essayes tous Après, les costumes et puis après, tu dis bon. Après, t'as papa et maman qui arrivent, vous dites hop, 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 Ouais. je me range à la chambre avant de dormir là. Et Ouais. là, ouais, j'ai pas envie. Oui, bah, je vois bien la chambre avec les Legos de mes enfants. Ouais, je vois bien aussi. Ouais. Voilà, mais c'est ça. Ouais. Mais ils sont créatifs, ils sont enthousiastes. Bah Ouais. oui, ça c'est. Et, Et ça, l'enthousiasme, voilà, ça c'est une notion importante aussi qu'il faut vraiment pas perdre, quoi. alors l'enthousiasme, c'est pareil. On pourrait parler des heures. Hein. Ah Faut oui. m'arrêter hein, si jamais. Je te laisse gérer le temps. Oui, oui, mais non. L'enthousiasme et l'excitation, c'est pareil. Quand j'étais très très émotif, il y avait c'était la dépression ou la super excitation. Oui, les extrêmes. Ouais, ah oui, mais ça c'est. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus qui est super sympa. Et du coup, je me suis rendu compte à un moment donné que ouais, être super excité, c'était beaucoup plus agréable que être triste et dépressif. Mais qu'à un moment donné, dans la vie, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement en lui-même. Donc tout change tout le temps. Donc ça, on ne peut pas rester euphorique tout le temps. Donc au moment où ça redescend, bim, à un moment donné, ça fait mal, on se casse la gueule, on se casse les dents par terre. Et l'enthousiasme, c'est pareil. Si on se laisse déborder par l'enthousiasme, on part en couille, on part dans tous les sens. Donc à un moment donné, il faut vraiment, petit à petit, arriver à trouver sous certains cadres. Et une fois que tu as ce cadre, tu peux te relâcher à nouveau. Et tu sais comment ça fonctionne. Il faut vraiment comprendre la philosophie du truc, quoi. Une fois que tu as la philosophie, une fois que tu l'as goûté, que tu le maîtrises, entre guillemets, que tu maîtrises la forme, on va dire. Maîtriser, ça ne veut pas dire contrôler. Ah non, on est bien d'accord que. C'est malléable, c'est la pâte à modeler, quoi. C'est pour ça que moi, quand à mes clients, je leur parle de cadre souple. On va créer un cadre souple. Pas un cadre rigide avec des deadlines et tout ça. On peut en mettre s'ils aiment ça. Moi, j'aime pas des deadlines. Je préfère me dire, voilà, je vais faire ça, ça, ça et ça, ce mois-ci, ce trimestre-ci, cette année-ci. Mais j'ai essayé, récemment encore, j'ai essayé de mettre ça dans 6 mois, dans un an, dans 3 mois. Ouais. Je m'arrête à 3 mois et 1 mois. Oui, après, ça dépend comment ça fonctionne. Mais je ne mets pas de jour, tel jour, tel jour. Non, il n'y a pas de date, c'est des mois et c'est tout. Et pour moi, c'est un cadre souple. Il y a des gens qui ont besoin d'un cadre rigide, c'est bien pour eux. Pour nous, ça fonctionne. C'est rassurant pour certains. Ouais, mais ça ne marche pas. Ça casse complètement l'intuition et la créativité. Ah bah oui, bah ça, je te dirais pas le contraire. Hein. Je fais comme ça en atelier, au niveau des ateliers de peinture aussi. Hein. Donc c'est évident que pour moi, oui, il est important de trouver un cadre. Mais après, d'avoir ce cadre-là permet, voilà, justement, de se libérer, de créer intuitivement et de lâcher prise. Mais sans ça, effectivement, ça part dans tous les sens et du coup, il n'y a pas d'intérêt non plus. Ça dépend vraiment. Je pense que ça dépend si on est plus intellectuel ou émotif. Les intellectuels, pour eux, avoir une date, un chiffre, un truc comme ça les stimule, ça les booste. Moi, ça m'angoisse. Ça me fout la pression. Donc, j'en mets pas. Après, scientifiquement, ils ont quand même prouvé que quand on a une deadline, on est plus créatif et plus productif. Et c'est vrai. Oui, parce que ça donne un objectif, on va dire. Voilà. Donc, moi, vu que je suis quelqu'un de très ponctuel, spontané, je constate que oui, quand il y a une deadline, j'ai envie de dire imposée, naturelle par la vie, je suis plus productif et créatif. Mais si moi, je me le pose moi-même, c'est une horreur. Ça m'angoisse. Alors que quand c'est spontané, ça m'excite. C'est un défi, c'est un challenge. Mais le fait de devoir le projeter, de l'écrire, de me forcer à respecter ça, c'est juste horrible. Ouais, c'est pas dans ton fonctionnement et du coup, non.
Oui, bah, le tout est de jongler avec ça, c'est sûr que… Donc tout ce que je dis là, c'est pas que pour… Tu me poses des questions, je réponds de mon point de vue, mais c'est aussi, ce qui est important, tout ce que j'ai partagé là en parlant de moi, c'est de vraiment… J'essaie de montrer l'importance que c'est que de se connaître. Mm. Et une fois qu'on se connaît, on peut faire ce travail de deuil de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on a cru être, Ce qui et est capable. d'acceptation de ce qu'on est. Donc le deuil de ce qu'on n'est pas, ça peut être par exemple le deuil de cette personne qui est nulle, qui est merdique, qui vaut rien, nanani, nanana, et accepter qu'on est une personne créative, qu'on est capable de se bouger le cul, de faire de belles choses, de partager, d'échanger, et de Et dire de je faire suis avec l'autre. capable d'avoir cette énergie où je fonce. Ouais. Bah oui, Voilà. oui. Et ça, vaut mieux focaliser sur ça que sur l'autre. Ce qui ne veut pas dire ignorer l'autre. Parce il y a Mais toujours loin de les là. deux Ouais. aspects qui sont là, il faut les accueillir tous les deux. Mais de dire, ok, je me connais, c'est vrai que quand je suis comme ça, putain, je me sens bien. Et c'est ça que je vise, c'est ça que je veux développer. Et quand on fait ça, on prend confiance en soi, on se réalise et on réussit. Voilà. Et là, c'est chouette. Et ouais. Et, bah, je vois le temps qui file, effectivement. Du coup, j'avais une petite question. Ça va aller bien dans la lignée aussi, mais ça implique quoi donner du sens à sa vie pour toi, sachant que au Ça fil du implique temps, quoi? voilà, de donner du sens à sa vie. Ça implique quoi? Mmh. Ça implique la patience, la persévérance et la bienveillance. Chose que je dis souvent. Ouais. Donner du sens à sa vie, dans le sens, j'entends, de matérialiser ce sens-là, hein, de donner vie à ce sens-là, d'accord. Oui, c'est ça. C'est de poser un truc, de prendre une décision, de dire je le fais, et de patienter. Parce que des fois, on s'arrête vraiment à l'endroit où ça allait marcher. Ouais. Et persévérer parce que des fois, c'est dur, ça fait mal. Et il faut être un peu, j'ai envie de dire, parfois obsédé, même si l'idée, c'est pas de devenir un obsédé complet, d'être un peu obsédé par l'idée qu'il y a derrière Oui, sur d'avoir le projet de confiance en la sens. vie aussi Voilà. Oui, après ça, pour c'est laisser encore le temps une que ça autre se aspect. Ouais. réalise et que, enfin voilà. Faire confiance en la vie, oui, mais faire confiance à soi aussi. Aussi, ah bah oui, non mais ça c'est… Parce qu'il y a plein de Oui. gens qui font confiance à la vie comme moi j'ai fait pendant longtemps. Il se Ah passe oui, plein de non. trucs. Mais Oui, bon, oui. après, on revient dans le bordel. Non, non, quand je disais faire confiance à la vie, c'était aussi, oui, ce que j'entendais, c'était effectivement se faire confiance par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place voilà, dans son activité ou dans ses projets ou peu importe, et faire confiance de manière globale aussi, et qu'on va vers cette réalisation-là et ne pas abandonner. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Ouais. C'est… Oui, c'est ça, faire confiance à la vie. Moi, je dirais faire confiance à ce qu'on sent dans son cœur, qui est la vie, on est la vie. Et c'est faire confiance à ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a dans ce qu'on dit, dans son cœur, dans ses tripes, d'écouter ça, dans ses intuitions. Et quand c'est vraiment fort, de dire, ok, voilà, il faut que je garde en tête ce moment-là que j'ai vécu qui est fort, dans cette idée-là, par exemple. Et de commencer à l'appliquer pour goûter un petit peu, est-ce que c'est vraiment ça? Et si en goûtant, on se rend compte que finalement, ouais, c'est pas vraiment ça, ou ouais, ça a perdu du sens, il faut l'arrêter. Et rester que sur des projets qui font sens, parce qu'on connaît les valeurs qu'on injecte dans ce projet, par exemple. Les valeurs, ça fait partie du sens de la vie, d'un projet. Ah bah oui. Les valeurs, les besoins, Comme les ça. aspirations. Et ouais. Et donc, je dois patienter pour voir le truc éclore. Après, je dois persévérer parce qu'il y a des moments où l'éclosion, elle est douloureuse. Il y a quelque chose qui pète, qui se transforme. Ça peut être douloureux dans la chair. Et après, la bienveillance, parce que des fois, en persévérant, on persévère beaucoup trop fort. Il faut repenser un petit peu à la bienveillance envers soi-même. Prendre du temps pour soi, se détendre, aspirer, marcher, pas oublier son corps, pas oublier voilà, la bienveillance envers soi-même. Oui, parce qu'être dans l'action, voilà, on peut effectivement s'oublier et ne pas se laisser ces soupes à plat qui sont juste vitales, quoi. Enfin… Ouais. Il y a des... Moi, j'ai passé des semaines et des semaines à bosser à fond tous les jours. Ça m'arrive encore, sauf que maintenant, J'ai encore des je sais quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ouais, parce que le burn-out, ça va pas. On fait 2, ça suffit. Ouais. Là, on va s'approcher de la fin. Du coup, j'avais encore une question. Ouais. La question, non. En gros. Non, quel est ton plus grand rêve?
Mon plus grand rêve, Oui. je ne sais pas si je peux le partager. Bon, alors, quel est le plus grand rêve que tu as envie de partager? En fait, c'est plus des aspirations que des rêves. Mhm. Ma plus grande aspiration, mon plus grand rêve, c'est une aspiration, un rêve de bisounours. Hein, c'est que les êtres humains puissent s'éveiller en masse. C'est ce qui est en train de se produire, c'est cool. De plus en Mais plus. voilà, pas l'éveil super spirituel des grands maîtres, parce que ça, je pense que ce sera toujours très rare. Mais qu'ils soient tous dans cette démarche de changement intérieur. De Pour qu'il y ait, confiance. voilà, ouais. Alors, quand je parle de bisounours, la partie bisounours, c'est la partie ouais, tout le monde est beau, tout le monde est en amour, c'est cool, c'est génial. Mais il faut aussi une partie de bisounours enragé qui est quand il s'agit de survivre, il faut survivre. Il faut savoir mettre la violence au service de la survie aussi, au service du vivant. Et on est programmé comme ça, qu'on le veuille ou pas. Quoi. Donc, ça, je ne pense pas qu'un jour ça change vraiment. Chaque organisme, chaque système, il cherche toujours à survivre. Donc ce serait ça un peu, ce serait de pouvoir aider plein de personnes à se réveiller d'abord, après à s'éveiller petit à petit, à faire ce chemin sur lequel moi je suis encore. Je suis pas arrivé au bout du chemin, je ne sais même pas s'il y a un bout. Voilà. Et mon aspiration qui me tire vers l'avant depuis gamin, c'est la sagesse. C'est ce à quoi j'aspire et c'est un peu mon étoile polaire, comme j'aime bien dire. Je la vois dans le ciel, elle me guide, mais elle est inatteignable. C'est un parcours. Peut-être qu'elle est atteignable, je ne sais pas. Pour l'instant, elle me paraît bien loin. Ouais, mais c'est beau déjà d'avoir ça en tête et d'essayer d'aller vers. Enfin, voilà. Ouais. Mais c'est un truc, voilà, c'est vraiment une inspiration. C'est profond dans mon être, dans mon corps, dans mes tripes, dans mon cœur. Il y a ça, il y a la créativité, la sagesse, découvrir le monde, la curiosité. Pas la curiosité malveillante, mais la curiosité de nourrir, c'est de me redécouvrir. Parce que finalement, chaque démarche de curiosité, quand on va apprendre des choses, c'est redécouvrir ce que l'on est vraiment en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'être. Ouais, redécouvrir ses facettes. Ouais, en tant qu'animal, parce qu'on est aussi des animaux. Quand on commence à s'intéresser aussi au corps humain, à la psychologie humaine, ça c'est un truc, mais il y a le corps humain, on se rend compte dans le corps humain, il y a des choses humaines, il y a des choses animales. Il y a beaucoup de choses plus d'ailleurs animales, il y a des choses de l'ordre des bactéries, il y a des choses plus de l'ordre microscopique qui rappellent l'immensité de l'espace et de l'univers. Enfin, il y a plein de liens qui se font. Et tu te dis, mais je ne peux pas m'arrêter d'apprendre. Ouais, ah bah oui, je pense qu'il y a ça aussi, enfin, cette soif d'apprendre et d'évolution permanente en fait. C'est ce que je ressens aussi. Mais... Moi, ce que je ressens là où j'en suis aujourd'hui, c'est que maintenant, j'ai plus, en ce moment, ça me pose un peu de la frustration, j'ai plus vraiment goût, j'ai pas l'impression de découvrir des choses quand je regarde des documentaires ou je lis des livres. C'est très rare quand je découvre un nouveau truc. Du coup, je me dis, peut-être que tu as vraiment balayé tellement de choses qui sont accessibles aujourd'hui que c'est plus dans ces choses-là que tu as besoin de chercher, mais c'est plutôt à l'intérieur. Et là, on revient encore sur, ok, là, j'ai peut-être ce travail d'acceptation à faire de force me détacher, de me détacher de ce que je crois être. Et là, ça devient plus un travail, on va dire, philosophique et ou spirituel, selon comment on veut le voir. Mais de dire, voilà, finalement, dans mon monde intérieur, il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de choses qui vivent, il y a plein de choses que je ne connais pas encore. Et ce que je sais du monde extérieur, c'est génial, c'est cool. Ça m'aide disons que pour moi, c'est une projection de ce qui existe à l'intérieur aussi. C'est comme l'infiniment grand dans l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Enfin, le Tao, le Yang. C'est ça, tout est interdépendant et c'est sans cesse en mouvement. Et c'est ce mouvement-là, dans chaque instant présent, qui est intéressant de découvrir. Parce qu'il est unique, à chaque fois, c'est différent. Et c'est ça le plus difficile. C'est de rester connecté ici maintenant, sans oublier aussi d'accepter, d'accueillir et de travailler sur ce qui a dépassé et aussi de visionner, de créer des visions pour aller vers quelque chose vers l'avenir. Mais surtout tout au long du chemin, goûter l'instant, et c'est le plus dur.
se reconnecter. Mm. Et c'est là où finalement, aujourd'hui, tu vois, là, je suis vraiment en présence et en conscience avec ce qu'on est en train de faire tous les deux, cette interview. J'ai en conscience mes ressentis, tu vois, j'ai plein de pensées, j'ai plein de trucs encore à dire, mais voilà, je peux pas tout dire, tu vois, c'est ça. Et quand on est pleinement là, tu vois, j'entends la clim, je vois le chat là, enfin, c'est ça. En plus, on a des hypersens, alors profitons-en, quoi. Tu vois, on a cette hyper-conscience qui existe déjà depuis tout petit. Maintenant, on peut la travailler en pleine présence aussi, c'est-à-dire vraiment l'incarner et être avec ça. Bref, il faut m'arrêter là. Ça sera pour une prochaine. Je pense qu'on pourra en faire plusieurs, des sessions. On pourrait en parler. On pourrait parler pendant. Mais oui, mais ouais, c'est infini. Ouais, oui. En plus là, la fin est très, comment dire, c'est pas très concret. C'est oula. Ce que je viens d'expliquer, c'est plus philosophique. C'est plus philosophique, mais c'est ça plus de me va l'ordre. très bien aussi. En même temps, s'il y a une progression, ça fait partie de ton oui, il y a une progression, c'est ça. Aussi. C'est ça le plus difficile aujourd'hui, c'est d'arriver pour moi à... Parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui sont beaucoup encore dans le manque d'amour, d'estime, de confiance en soi. Et tout ce que je viens de partager là à la fin, ils ne comprennent pas. Même le mot accueillir, ils ont du mal à le comprendre. Donc il y a vraiment, je suis obligé encore, tu vois, je l'apprends à redécouper encore, à me remettre à niveau de progression de chaque personne que j'accompagne. L'intérieur de chacun. Ouais. Et ce que je viens de partager là, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus philosophique, et qui pourtant se vit dans le corps, quoi, voilà. Oui, puis là, ça me parle. C'est pas évident à expliquer. Oui, mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin de tant de mots pour l'expliquer. Mais non, c'est ça la difficulté. Et pourtant. Oui. Et pourtant, ouais, mais voilà. Parce qu'après, c'est tellement justement intérieur et c'est tellement un cheminement personnel que mettre des mots, ça peut donner des projections aussi. Donc, c'est là où je trouve qu'il... Et c'est obligé. Ça fait partie de la pédagogie et justement, c'est aussi... plus on cherche à transmettre, à mettre des mots, plus on va le segmenter, encore une fois, le cadrer, plus finalement on va apprendre à ramener l'essentiel. Et cet essentiel, après, il va falloir être créatif pour l'expliquer sous différents angles, de différentes manières, pour que chaque personne... Voilà. Mais il y a des bases, il y a des essentiels qu'on ne peut comprendre que quand on les a goûtés, vécus. Ouais. Voilà. Et donc le processus, mon but, c'est de faire goûter un petit peu plusieurs étapes pour en arriver à ça. Enfin, là où moi, je peux en être aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chemin devant. C'est tellement plus agréable de vivre ce que je vis aujourd'hui qu'à l'époque où c'était chaotique, où j'étais dépressif, ou très émotif. Et enfin voilà, c'est ça. C'est de pouvoir aider un maximum de personnes à faire ce chemin-là du mieux que je peux et du mieux qu'eux ils peuvent. Ouais, c'est voilà. J'avais mis, mais après, je ne sais pas si tu auras ça en tête, mais est-ce que tu as une petite citation pour la fin est-ce que tu as une citation qui te revient comme ça Ça y est. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Et ça, j'ai appris ça pendant ma formation de CNV, de communication non violente. Je ne sais pas si c'est de Marshall Rosenberg ou pas, je ne me souviens pas. Je la connais, mais je ne saurais pas te dire, je suis très mauvaise pour les noms, donc du coup, je ne saurais pas faire le lien. Mais ouais. C'est ça, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui. Voilà. Donc en gros, servez-vous, moi ce que je peux vous proposer, c'est que je vous invite à vous servir de votre créativité pour exprimer à votre manière ce qu'il y a à exprimer. Ouais. Voilà. C'est un joli mot de la fin. Est-ce que tu as une prochaine activité que tu veux nous partager, sachant que voilà, sous la vidéo, je mettrai un lien vers ton site, la page Facebook et tout, mais est-ce que tu as quelque chose en ce moment? Une actualité en ce moment, oui. Là, je suis en train de plancher sur un nouvel atelier qui va permettre aux personnes d'organiser leur année, justement, de prendre en compte leurs besoins, leurs aspirations, leurs rêves. Je fais attention avec le mot rêve parce que souvent,
Mm. Ils ont beaucoup de rêves justement par rapport à ça. Mais les choses auxquelles ils aspirent, ce qui est important pour eux, et leurs besoins aussi, leurs besoins Ouais, fondamentaux, Mm. voilà, et de pouvoir étaler tout ça à plat, justement faire le gros bordel, ce dont on parlait tout à l'heure, tout mettre en bordel, tout étaler, et ranger ça dans des cadres, tac, 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 pour ensuite ressortir ça de manière essentielle, garder l'essentiel et le magnifier, c'est-à-dire le rendre joli. Mm. Parce que moi, c'est pareil, j'ai plein de tableaux, j'ai appris à faire des tableaux, maintenant je me suis dit, j'en ai la rage de voir des tableaux partout. Je me suis fait un tableau de vision sur mon année, mais à base de mind map, mais des jolis mind maps avec des formes arrondies, que ce soit avec des couleurs. Et moi, je le fais sur l'informatique parce que j'ai du mal à me relire, à supporter mon écriture. Donc, au moins, c'est tout clair, tout est droit, il faut que ce soit aligné aussi. Bon, bref, voilà. Et cet atelier va permettre vraiment d'organiser son année et de pouvoir, chaque année, parce que c'est un système qu'on peut réutiliser chaque année, pour faire le bilan et le bilan de l'année passée, parce que c'est important aussi pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui nous manque encore, et de créer une vision pour l'année qui arrive, mais de manière, j'ai envie de dire, un peu plutôt pas fun, mais pas désagréable, pas prise de tête, quoi. Oui. Avec un résultat simplifié, joli, et qui permet de garder justement ce fil rouge, tout en pouvant aller piocher. Donc voilà, ça va sortir cette semaine. Ah, bah c'est chouette. Donc, là, il y a je ne sais pas si ça intéresse des personnes, il y a des préinscriptions, mais je te donnerai le lien si tu veux des vidéos. Ouais. Sinon, ce sera présent sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Ok, c'est super. Et sur le blog, le site. Non, bah, tu vois, c'est une année organisation aussi. Moi, je suis en train de mettre en place un module sur l'organisation. Je crois que yes. Tu vois. Ouais, il y a des énergies où je crois que c'est ça. Après, toute cette créativité, il y a un moment où c'est bien de remettre l'organisation, mais d'un point de vue ludique et intuitif aussi. Enfin, je trouve que c'est ça qui est... Et j'imagine que toi, c'est évident qu'il y aura ça aussi en place. On est très intuitif aussi dans nos ressentis. Je vais finir là-dessus parce que sinon je vais partir encore. Oui, après on va rajouter 2 heures et là c'est voilà. Par rapport à tout ce qui peut être ressenti et observation aussi, peut-être inconsciente, du mouvement naturel des choses et de l'énergie. Je ne sais pas, elle n'est pas visible cette énergie-là, mais moi, je suis très sensible aux saisons, par exemple, énergétiques chinoises. Pas aux saisons de chez nous, oui, parce qu'il y a la température et tout, mais les saisons chinoises sont décalées par rapport à nous, elles sont là avant. En plus, il y a les intersaisons, et à chaque fois, je sens que ça commence avant. À chaque fois, je regarde le calendrier, bim, c'est dessus. Et il y a l'horoscope chinois qui est beaucoup plus global, et cette année, on était dans l'année du singe. Donc, au niveau des pensées, du truc, ça nous a fait des farces, c'est parti dans tous les sens, c'est parti vraiment en live. Et là, on rentre dans le coq qui est beaucoup plus structuré. Donc, tu vois, ce qu'on est en train de voir là, c'est logique par rapport à leur logique à eux, aux Chinois. Ouais. C'est ce qu'on ressent, et du coup, on le vit, tu vois, sans l'intellectualiser, Oui, naturellement. Ça c'est évident, que ce soit voilà, les cycles lunaires ou enfin voilà. Ah oui, oulala. Hein mais voilà, on fera ça une prochaine fois. Autrement, est-ce que tu as un dernier mot entre guillemets pour la fin? Est-ce que tu as envie de partager un petit truc avant que je coupe Ouais, je vais faire ma petite phrase ma petite accroche finale de mes vidéos, c'est soyez hypersensible et heureux pour que ton monde soit encore mieux, tout simplement. Okay. Et c'est possible d'en faire une force de cette sensibilité. Ah oui, ça je suis bien d'accord. Voilà. Bon, bah merci beaucoup pour cette interview, c'était un chouette moment. Merci à toi Charlotte. Ouais, l'horloge tournait, mais on aurait pu rester encore des heures et des heures, mais voilà. Bon, ça veut dire peut-être qu'on fera ça une prochaine fois, mais en tout cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, du coup, je vais couper la vidéo. Merci beaucoup et bonne journée à toi.